La lecture du livre « La mauvaise éducation des Noirs ». Préface. Si, après sont consignées, non pas les opinions, mais les réflexions de celui qui, pendant 40 ans, a participé à l'éducation des races noires, brunes, jaunes et blanches dans les deux hémisphères et dans les régions tropicales et tempérées. Cette expérience s'est également faite avec des élèves de toutes les classes, du jardin d'enfants à l'université. En outre, l'auteur a voyagé dans le monde entier pour observer non seulement les systèmes scolaires modernes dans divers pays, mais aussi pour étudier les systèmes spéciaux mis en place par des organismes privés et des gouvernements pour éduquer les indigènes dans leurs colonies et dépendances. Certaines de ces observations ont également été confrontées à des études plus récentes lors de voyages ultérieurs. Discutant ici des erreurs commises dans l'éducation des Noirs, l'auteur admet franchement qu'il a lui-même commis certaines de ces erreurs. En outre, dans plusieurs chapitres, il signale expressément les cas où il s'est lui-même écarté de la voie de la sagesse. Ce livre n'est donc pas destiné à s'en prendre à une personne ou à une classe particulière, mais à des méthodes qui n'ont pas donné le résultat satisfaisant. L'auteur ne soutient pas l'opinion autrefois populaire selon laquelle, en matière d'éducation, les Noirs ont le droit d'être soumis à la volonté d'autrui en partant du principe que ces pauvres gens ne sont pas de gros contribuables et qu'ils doivent se contenter de contributions charitables pour les élever. L'auteur est d'avis que c'est le consommateur qui paye les impôts et qu'à ce titre, chaque individu de l'ordre social devrait avoir la possibilité illimitée de tirer le meilleur parti de lui-même. Cette possibilité ne devrait pas non plus être déterminée de l'extérieur par des forces destinées à diriger l'élément proscrit de manière à ce qu'il ne serve que le bien d'autrui, mais devrait être déterminé par la constitution du Noir lui-même et par ce que son environnement exige de lui. Et parce que son environnement exige de lui. Ce nouveau programme d'élévation, affirme l'auteur, ne devrait pas être décidé par la méthode des essais et des erreurs dans l'application de dispositifs utilisés dans le traitement des autres dans une situation différente et à une autre époque. Ce n'est que par une étude attentive du Noir lui-même et de la vie qu'il est obligé de mener que nous pouvons arriver à la procédure appropriée dans cette crise. La simple transmission d'informations ne constitue pas une éducation. Par-dessus tout, l'effort doit aboutir à ce que l'homme pense et fasse par lui-même, comme les Juifs ont fait en dépit de la persécution universelle.
En évaluant ainsi les résultats obtenus par la soi-disant éducation des Noirs, l'auteur ne se réfère pas aux chiffres du recensement pour montrer les progrès de la race. Il n'est peut-être pas important pour la race de pouvoir se vanter aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de membres éduqués qu'elle n'en avait en 1865. S'ils sont du mauvais type, l'augmentation du nombre de membres sera un désavantage plutôt qu'un avantage. La seule question qui nous préoccupe ici est de savoir si ces personnes instruites sont réellement équipées pour affronter l'épreuve qui les attend ou si elles contribuent inconsciemment à leur propre perte en perpétuant le régime de l'oppresseur. Cependant, il n'y a là aucun argument en faveur de l'affirmation souvent entendue selon laquelle l'éducation doit avoir une signification pour l'homme blanc et une autre pour l'homme noir. L'élément de la race n'entre pas en ligne de compte. Il s'agit simplement de faire preuve de bon sens en abordant des gens par le biais de leur environnement afin de traiter les conditions telles qu'elles sont et non telles que l'on voudrait les voir ou les imaginer. Il peut y avoir une différence dans la méthode d'attaque, mais le principe reste le même. Les Noirs très instruits dénoncent les personnes qui préconisent pour le Noir un type d'éducation différent à certains égards de celui qui est actuellement donné à l'homme blanc. Les Noirs qui ont été si longtemps gênés et privés de possibilités de développement ont naturellement peur de tout ce qui ressemble à la discrimination. Ils sont désireux d'avoir tout ce que l'homme blanc a, même si cela est nuisible. La possibilité d'originalité chez le noir est donc écartée à 100% pour maintenir une égalité nominale. Si les Blancs décident de s'intéresser au mormonisme, les Noirs doivent suivre leur exemple. Si les Blancs négligent une telle étude, les nègres doivent en faire autant. L'auteur, cependant, n'a pas une telle attitude. Il considère le système éducatif tel qu'il s'est développé tant en Europe qu'en Amérique comme un procédé archaïque qui ne répond pas aux besoins de l'homme blanc lui-même. Si l'homme blanc veut s'y accrocher, qu'il le fasse. Mais le noir, dans la mesure de ses possibilités, devrait élaborer et réaliser un programme qui lui soit propre. L'éducation dite moderne, avec tous ses défauts, fait cependant beaucoup plus de bien aux autres qu'aux noirs, car elle a été élaborée en conformité avec les besoins de ceux qui ont asservi et opprimé les peuples plus faibles. Par exemple, la philosophie et l'éthique résultant de notre système éducatif ont justifié l'esclavage, le péonage, la ségrégation et le lynchage. L'oppresseur a le droit d'exploiter, de handicaper et de tuer l'opprimé.
Les Noirs, quotidiennement éduqués dans les principes d'une telle religion du fort, ont accepté le statut du faible comme divinement ordonné et pendant les 3 dernières générations de leur liberté nominale, ils n'ont pratiquement rien fait pour le changer. Leur bouderie et les résolutions auxquelles se sont livrés quelques membres de la race n'ont pas servi à grand-chose. Aucun effort systématique de changement n'a été possible car l'esprit du noir a été placé sous le contrôle de son oppresseur par l'enseignement de l'économie, de l'histoire, de la philosophie, de la littérature et de la religion qui ont établi le code moral actuel. Le problème de l'oppression du noir est donc facilement résolu. Lorsque vous contrôlez la pensée d'un homme, vous n'avez pas à vous soucier de ses actions. Vous n'avez pas besoin de lui dire de ne pas se sentir ici ou là. Il trouvera sa bonne place et y restera. Vous n'avez pas besoin de l'envoyer à la porte de derrière. Il s'y rendra sans qu'on lui dise. En fait, s'il n'y a pas de porte de derrière, il s'en créera une pour son propre bénéfice. Son éducation le rend nécessaire. Le même processus éducatif qui inspire et stimule l'oppresseur en lui faisant croire qu'il est tout ce qu'il accomplit, tout ce qui vaut la peine, déprime et écrase en même temps l'étincelle du génie du noir en lui faisant sentir que sa race ne vaut pas grand-chose et ne se mesurera jamais aux normes des autres peuples. Le noir ainsi éduqué est un bon boulet pour la race. La difficulté est que le noir éduqué est obligé de vivre et de se déplacer parmi son propre peuple qu'on lui a appris à mépriser. En règle générale, le noir nègre éduqué préfère donc acheter sa nourriture chez un épicier blanc parce qu'on lui a appris que le nègre n'est pas propre. Peu importe combien de fois un noir se lave les mains, il ne peut pas les nettoyer. Et peu importe combien de fois un blanc utilise ses mains, il ne peut pas les salir. De plus, le noir instruit est peu enclin à prendre part aux affaires des noirs parce qu'on lui a enseigné en économie que les noirs ne peuvent pas opérer dans ce domaine particulier. Le nègre instruit prend de moins en moins plaisir à fréquenter l'église nègre, non pas parce qu'elle est primitive et de plus en plus corrompue, mais parce qu'il préfère les lieux de droiture contrôlés par son oppresseur. Telle a été son éducation et on ne peut rien attendre d'autre de lui. Si le nègre éduqué pouvait s'en aller et devenir blanc, il serait peut-être heureux. Mais seul un mulâtre, de temps à autre, peut le faire. La grande majorité de cette classe doit donc passer sa vie à dénoncer les blancs parce qu'ils essayent de fuir les noirs et à décider et à décrier les noirs parce qu'ils ne sont pas blancs.
La lecture du livre La mauvaise éducation. Chapitre 1. Le trouble des sièges. Les nègres éduqués ont une attitude de mépris à l'égard de leur propre peuple parce que dans leurs propres écoles comme dans leur école mixte, on apprend aux nègres à admirer l'hébreu, le grec, le latin et le teuton et à mépriser l'africain. Sur les centaines de lycées noirs récemment examinés par un expert du Bureau de l'éducation des États-Unis, 18 seulement proposent un cours sur l'histoire des Noirs. Et dans la plupart des collèges et universités noires où l'on pense aux Noirs, la race n'est étudiée que comme un problème ou rejetée comme étant de peu d'importance. Par exemple, un responsable d'une université noire, pensant qu'un cours supplémentaire sur les Noirs devrait y être donné, a demandé à un docteur en philosophie noire de la faculté de proposer ce travail. Ce dernier s'empressa de lui répondre qu'il ne connaissait rien aux Noirs. Il n'était pas allé à l'école pour perdre son temps de cette façon. Il y est allé pour être éduqué comme dans un système qui rejette le noir comme une entité inexistante. Lors d'une école d'été pour noirs, il y a 2 ans, un instructeur blanc a donné un cours sur les noirs en utilisant comme test un ouvrage qui enseigne que les blancs sont supérieurs aux noirs. Lorsque l'un des étudiants lui a demandé pourquoi il utilisait un tel manuel, l'instructeur a répondu qu'il voulait qu'il s'acquiert ce point de vue. Même dans les écoles pour les Noirs sont donc les lieux où ils doivent être convaincus de leur infériorité. La pensée de l'infériorité du Noir lui est inculquée dans presque toutes les classes où il entre et dans presque tous les livres qu'il étudie. S'il quitte l'école après avoir maîtrisé les principes fondamentaux, avant d'avoir terminé le lycée ou d'atteindre l'université, il échappera naturellement à une partie de ce préjugé et pourra se rétablir à temps pour être utile à son peuple. Pratiquement, tous les Noirs qui réussissent dans ce pays sont du type sans éducation ou du type des Noirs qui n'ont reçu aucune éducation formelle. La grande majorité des Noirs qui ont mis la touche finale à nos meilleurs collèges sont pratiquement sans valeur pour le développement de leur propre peuple. Si, après avoir quitté l'école, ils ont l'occasion de donner aux Noirs ce que les traducteurs de la race aimeraient leur faire apprendre, ces personnes peuvent gagner leur vie en enseignant ou en prêchant ce qu'on leur a enseigné. Mais elles ne deviennent jamais une force constructive pour le développement de la race. La soi-disant école devient alors un facteur discutable dans la vie de ce peuple méprisé. Comme un autre l'a bien dit, handicaper un étudiant en lui enseignant que son visage noir est une malédiction et que sa lutte pour changer sa condition est sans espoir est la pire sorte de lynchage. Cela tue les aspirations d'une personne et la condamne au vagabondage et au crime. Il est donc étrange que les amis de la vérité et les promoteurs de la liberté ne se soient pas élevés contre la propagande actuelle dans les écoles et ne l'aient pas écrasée. Cette croisade est beaucoup plus importante que le mouvement anti-lynchage, car il n'y aurait pas de lynchage s'il ne commençait pas dans les écoles. Pourquoi ne pas exploiter, asservir ou exterminer une classe que l'on apprend à tous à considérer comme inférieure?
Pour être plus explicite, nous pouvons aller à l'origine du problème. Nos savants les plus connus ont été formés dans des universités situées en dehors du Sud. Les institutions du Nord et de l'Ouest, cependant, n'ont pas eu le temps de s'occuper des questions qui concernent particulièrement les Noirs. Ils doivent s'intéresser aux problèmes de la majorité de leurs électeurs et trop souvent, ils ont stimulé leurs préjugés en considérant le noir comme indigne de considération. La plupart de ce que ces universités ont offert en matière de langage, de mathématiques et de sciences a peut-être servi un bon objectif, mais une grande partie de ce qu'elles ont enseigné en matière d'économie, d'histoire, de littérature, de religion et de philosophie est de la propagande et des discours qui ont entraîné une perte de temps et mal orienté les nègres ainsi formés. Même dans le domaine des sciences ou des mathématiques, il est regrettable que l'approche des Noirs ait été empruntée à une méthode étrangère. Par exemple, l'enseignement de l'arithmétique en 5e année dans un comté arriéré du Mississippi devrait signifier une chose dans l'école de Noirs et une autre résolument différente dans l'école de Blancs. Les enfants nègres, en règle générale, viennent des foyers de locataires et de péons qui doivent migrer chaque année de plantation en plantation à la recherche d'une lumière qu'ils n'ont jamais vue. Les enfants des familles de planteurs et de marchands blancs vivent en permanence au milieu des calculs, des budgets familiaux et autres, ce qui leur permet parfois d'apprendre plus par le contact que le noir ne peut acquérir à l'école. Au lieu d'enseigner moins d'arithmétique à ces enfants noirs, il faudrait leur en enseigner beaucoup plus qu'aux enfants blancs, car ces derniers fréquentent une école graduée consolidée par un transport gratuit, alors que les noirs vont dans des massures louées d'une seule pièce pour recevoir un enseignement sans équipement et par des professeurs incompétents dont l'éducation ne dépasse guère la 8e année. Dans les écoles de théologie, les Noirs apprennent l'interprétation de la Bible élaborée par ceux qui ont justifié la ségrégation, qui ont fait un clin d'œil à l'avilissement économique des Noirs, parfois presque jusqu'à la famine. Tirant leur sens du droit de cet enseignement, les diplômés de ces écoles ne peuvent avoir aucun message pour saisir les peuples qu'ils ont été mal formés pour servir. La plupart de ces ministres mal formés prêchent donc sur les Blancs, tandis que les prédicateurs noirs illettrés font de leur mieux pour répondre aux besoins spirituels des masses. Dans les écoles d'administration des affaires, les Noirs sont formés exclusivement à la psychologie et à l'économie de Wall Street et sont donc amenés à mépriser les possibilités de conduire des chariots de glace, de pousser des charrettes, de bananes et de vendre des cacahuètes parmi le propre peuple. Les étrangers qui n'ont pas étudié l'économie mais qui ont étudié les Noirs se lancent dans ce commerce et s'enrichissent. Dans les écoles de journalisme, on enseigne aux Noirs comment rédiger les quotidiens métropolitains tels que le Chicago Tribune et le New York Times, qui n'embaucheraient pas un Noir comme concierge. Et lorsque ces diplômés viennent chercher un emploi dans les hebdomadaires noirs, ils ne sont pas préparés à travailler dans ces établissements qui, pour réussir, doivent être fondés sur une connaissance précise de la psychologie et de la philosophie des Noirs. Lorsque Noir a terminé son éducation dans nos écoles, il est donc équipé pour commencer la vie d'un blanc américanisé ou européanisé, mais avant de franchir le seuil de son allemand malteur, ses professeurs lui disent qu'il doit retourner auprès des siens
dont il a été éloigné par une vision des idéaux qu'il se rendra compte dans sa désillusion qu'il ne peut atteindre. Il peut jouer son rôle dans la vie, mais il doit être à la fois social et bisocial. Bien qu'il fasse partie du corps politique, il est en outre membre d'une race particulière à laquelle il doit se limiter dans toutes les questions sociales. En servant son pays, il doit servir au sein d'un groupe spécial. Tout en étant un bon Américain, il doit avant tout être un bon noir. Et pour remplir cette fonction précise, il doit apprendre à rester à la place du noir. Cependant, pour la tâche ardue de servir une race ainsi handicapée, le diplômé noir n'a reçu que peu ou pas de formation du tout. Les personnes qu'il a été chargé de servir ont été dépréciées par ses professeurs au point qu'il ne peut guère trouver de plaisir à entreprendre ce que son éducation lui a fait croire impossible. Considérant sa race comme vierge de toute réussite, il entreprend donc de stimuler l'imitation des autres. La performance est maintenue pendant un certain temps, mais comme tout effort d'imitation sans signification, elle se solde par un échec. Face à ce résultat indésirable, le noir très instruit s'aigrit souvent. Il devient trop pessimiste pour être une force constructive et devient généralement un dénonciateur chronique ou un plaignant à la barre de l'opinion publique. Souvent, lorsqu'il voit que la faute est imputable à l'oppresseur blanc qu'il a peur d'attaquer, il se retourne contre le noir, pionnier qui est à l'œuvre et qui fait de son mieux pour se sortir d'une situation inconfortable. Dans cet effort d'imitation, cependant, ces gens instruits sont sincères. Ils espèrent que le noir se conformera rapidement à la norme des blancs et qu'il n'y aura plus de prétexte pour ériger des barrières entre les races. Ils ne se rendent pas compte, cependant, que même si les Noirs réussissent à imiter les Blancs, rien de nouveau n'a été accompli. Il y a simplement un plus grand nombre de personnes qui font ce que d'autres font déjà. Les dons inhabituels de la race n'ont pas été développés et le monde continue à se demander, sans le vouloir, à quoi le noir peut bien servir. Ces personnes éduquées, cependant, décrient toutes choses telles que la conscience raciale et à certains égards, elles ont raison. Ils n'aiment pas entendre des expressions telles que littérature nègre, poésie nègre, art africain ou pensée noire. Et en gros, nous devons admettre que ces choses n'existent pas. Ces choses ne figuraient pas dans la cour qu'ils suivaient à l'école et pourquoi le feraient-ils? Ne sommes-nous pas tous américains? Alors, tout ce qui est américain est autant l'héritage du noir que de tout autre groupe dans ce pays. Les très instruits soutiennent en outre que lorsque le noir met l'accent sur ces choses, il invite à la discrimination raciale en reconnaissant une telle différence entre les races. L'idée que le noir est une chose et l'homme blanc une autre est l'argument de base du caucasien pour justifier la ségrégation. Pourquoi donc le noir devrait-il reprocher à l'homme blanc de faire ce qu'il fait lui-même? Ces noirs hautement éduqués ne voient cependant pas que ce n'est pas le noir qui adopte cette position. C'est l'homme blanc qui l'y contraint et
Pour s'en sortir, le leader noir doit gérer la situation de manière à développer au sein du groupe ségrégué le pouvoir qui lui permettra de s'élever. La différence entre les races, en outre, n'est pas une épreuve de supériorité ou d'infériorité. Cela indique simplement que chaque race possède certains dons que les autres ne possèdent pas. C'est par le développement de ces dons que chaque race doit justifier son droit à l'existence. La mauvaise éducation des Noirs. Chapitre 2. Comment nous avons raté le coach? On ne peut comprendre comment nous sommes arrivés à l'état actuel des choses qu'en étudiant les forces qui ont contribué au développement de l'éducation des Noirs depuis qu'elle a été entreprise de façon systématique immédiatement après l'émancipation. Il ne serait guère utile aux générations actuelles et futures de se contenter de la mauvaise éducation des Noirs. Chapitre 2. Comment nous avons raté le coach? On ne peut comprendre comment nous sommes arrivés à l'état actuel des choses qu'en étudiant les forces qui ont contribué au développement de l'éducation des Noirs depuis qu'elle a été entreprise de façon systématique immédiatement après l'émancipation. Il ne serait guère utile aux générations actuelles et futures de se contenter de signaler les défauts tels qu'ils apparaissent aujourd'hui. Ces choses doivent être considérées dans leur contexte historique. Les conditions actuelles ont été déterminées par ce qui s'est passé dans le passé et une étude attentive de cette histoire nous permettra de voir plus clairement le grand théâtre d'événements dans lequel le noir a joué un rôle. Nous pouvons mieux comprendre le rôle qu'il a joué et la manière dont il s'en est acquitté. L'idée d'éduquer les Noirs après la guerre de sécession était en grande partie le fruit de la philanthropie. Leurs voisins blancs n'avaient pas assumé cette responsabilité. Ces Noirs avaient été libérés à la suite d'un conflit sectoriel dont leurs anciens propriétaires étaient sortis victimes. De cette classe, les affranchis ne pouvaient sympathie ou de coopération dans leurs efforts pour se préparer à devenir des citoyens d'une république moderne. Des fonctionnaires du gouvernement des États-Unis lui-même et de ceux qui avaient participé à la conquête des sécessionnistes sont arrivés très tôt à l'idée d'enseigner à ces affranchis les simples devoirs de la vie tels qu'ils étaient définis par le Freedom's Bureau et les agences philanthropiques. Une fois systématisé, cet effort devint un programme pour l'organisation d'églises et d'écoles et leur orientation selon les principes considérés comme les plus propices au progrès des personnes dans d'autres circonstances. Ici et là, on modifiait ce programme pour tenir compte du fait que le statut des affranchis ne correspondait en rien à celui de leurs amis et enseignants, mais cette idée n'était pas générale. Lorsque les Noirs apprendraient d'une manière ou d'une autre à accomplir les tâches que les autres éléments de la population s'étaient préparés à accomplir, ils seraient dûment qualifiés, croyait-on, pour fonctionner comme citoyens du pays. De plus, comme la plupart des Noirs vivaient dans le sud agricole et que seuls quelques-uns d'entre eux avaient d'abord acquis de petites fermes, il y avait peu de choses dans leur vie que n'importe qui n'aurait pas pu comprendre facilement. La pauvreté qui les a affligés pendant une génération, après l'émancipation, les a maintenus dans l'ordre le plus bas de la société, nominalement libres mais économiquement asservis.
La participation des affranchis au gouvernement pendant quelques années au cours de la période connue sous le nom de reconstruction n'a eu que peu d'influence sur leur situation, si ce n'est qu'ils se sont joints aux Blancs pauvres et sans construction pour réaliser certaines réformes sociales tant souhaitées, en particulier pour donner au Sud son premier plan d'éducation démocratique en prévoyant un système scolaire aux frais de l'État. Cependant, si ce système scolaire qui ne bénéficiait pas de soutien suffisant, ni les établissements d'enseignement supérieur d'autres classiques créés à peu près à la même époque ne permettait aux Noirs d'être en contact étroit avec la vie telle qu'elle était, ces institutions s'intéressaient plutôt à la vie telle qu'elles espéraient la rendre. Lorsque le Noir s'est trouvé privé d'influence en politique et en même temps non préparé à participer aux fonctions supérieures du développement industriel que ce pays commençait à connaître, il lui est vite apparu qu'il perdait du temps dans les choses fondamentales de la vie. Il passait donc son temps à étudier les choses qui avaient été ou qui pourraient être, mais ils n'apprennent pas grand-chose pour l'aider à mieux accomplir les tâches à accomplir. Comme les nègres croyaient que les causes de cette situation fâcheuse se trouvaient en dehors de la race, on tenta d'émigrer et on insista à nouveau sur l'émigration vers l'Afrique. C'est à ce moment psychologique qu'est apparue la vague d'éducation industrielle qui a balayé le pays. Les autorités éducatives des villes et des États de la Black Belt commencèrent à modifier les programmes d'études pour que la formation des Noirs soit conforme à cette politique. Les enseignants missionnaires du Nord, pour défendre leur idée d'une formation plus libérale, attaquaient sans crainte cette nouvelle politique éducative et les nègres participant à la même dispute se rangèrent respectivement d'un côté ou de l'autre. Pendant une génération, la querelle sur la question de savoir si le noir devrait recevoir une éducation classique ou pratique fut le sujet dominant dans les écoles et les églises noires de tous les États-Unis. Le travail était la chose la plus importante de la vie, disait-on. L'éducation pratique comptait pour atteindre ce but. Et le travailleur noir devrait apprendre à résoudre ce problème d'efficacité avant de s'intéresser à d'autres choses. D'autres plus étroits d'espoir que les partisans de l'éducation industrielle s'emparaient de cette idée, estimant que, bien que le noir doive avoir un semblant d'éducation, ce serait un beau coup de pouvoir faire une distinction entre la formation donnée aux noirs et celle dispensée aux blancs. Dans la mesure où l'idée de l'éducation industrielle gagna rapidement du terrain, de nombreux nègres commençaient à l'épouser à des fins politiques, les écoles et les collèges, espérant ainsi obtenir de l'argent, élaboraient des dispositions de fortune pour une telle instruction, bien qu'ils ne puissent pas l'offrir de manière satisfaisante. Quelques véritables écoles industrielles se sont équipées pour ce travail et ont produit un certain nombre de diplômés avec cette préparation. Malheureusement, l'affaire s'est transformée en une sorte de bataille de mots, car malgré tout ce qu'ils ont dit et fait, la majorité des Noirs, ceux qui ont fait des efforts pour obtenir une éducation, n'ont pas reçu d'éducation industrielle ou classique. Les Noirs fréquentaient les écoles industrielles, suivaient la formation prescrite et recevaient leur diplôme, mais peu d'entre eux développaient une efficacité suffisante pour pouvoir faire ce pourquoi ils étaient censés être formés. Les écoles dans lesquelles ils étaient éduqués
ne pouvaient pas leur fournir toute l'expérience des machines qu'avaient les apprentis blancs formés dans les usines. L'éducation industrielle que recevaient ces Noirs ne servait donc qu'à maîtriser une technique déjà abandonnée dans les centres progressistes et même pour les opérations industrielles moins compliquées. Ces écoles n'avaient pas les moyens de faire pendant aux nombreux processus des usines conduits selon le plan de la division du travail. À l'exception de la valeur qu'une telle formation pouvait avoir dans le développement de l'esprit par des applications pratiques des mathématiques et des sciences, elle était donc un échec. La majorité des Noirs diplômés des écoles industrielles se sont donc orientés vers d'autres voies et trop souvent vers des voies pour lesquelles ils n'avaient reçu aucune préparation. Quelques-uns de ceux qui se sont réellement préparés à la sphère industrielle en s'améliorant eux-mêmes ont également cherché d'autres occupations parce que les syndicats ont généralement empêché des Noirs de s'engager dans des activités plus élevées et étant incapables de former des capitaines d'industrie pour accroître la demande de personnes dans ces domaines, les Noirs n'ont pas ouvert beaucoup de possibilités de ce genre pour eux-mêmes. Au cours de ces années, les écoles d'enseignement classiques pour les Noirs n'ont pas fait mieux. Elles sont parties du principe que toute personne ambitieuse a besoin d'une éducation libérale alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Le Noir formé aux phases avancées de la littérature, de la philosophie et de la politique n'a pas été en mesure d'aller loin dans l'utilisation de ses connaissances parce qu'il a dû fonctionner dans les sphères inférieures de l'ordre social. De plus, les connaissances avancées en sciences, en mathématiques et en langue n'ont pas été beaucoup plus utiles si ce n'est pour les disciplines mentales en raison du manque d'occasion d'appliquer ces connaissances chez des gens qui étaient en grande partie des travailleurs ordinaires dans la ville ou des péons dans les plantations. Dans la mesure où l'enseignement supérieur a réussi à amener le Noir à réfléchir, ce qui est avant tout le but principal de l'éducation, il n'a fait que renforcer son mécontentement lorsqu'il a pu sentir la dérive des choses et apprécier l'impossibilité de réussir en voyant les conditions telles qu'elles sont réellement. Il est donc clair qu'il n'y a pas aujourd'hui dans la vie des Noirs un grand nombre de personnes qui ont bénéficié de l'un ou l'autre des systèmes sur lesquels nous sommes si longtemps disputés. Le nombre de mécaniciens et d'artisans noirs a comparativement diminué au cours des 2 dernières générations. Les Noirs ne représentent pas proportionnellement autant d'ouvriers qualifiés qu'avant la guerre de sécession. Si l'éducation pratique que les Noirs ont reçue a contribué à améliorer la situation pour qu'elle ne soit pas pire aujourd'hui, elle n'a certainement pas résolu le problème comme on l'attendait. D'autre part, en dépit de l'éducation classique des Noirs, nous ne trouvons pas dans cette race un grand nombre de penseurs et de philosophes. L'une des excuses est que l'érudition chez les Noirs a été viciée par la nécessité pour eux de lutter contre la ségrégation et de se battre pour rester debout dans la lutte des races. Comparativement peu de Noirs américains ont produit une littérature digne de ce nom et encore moins ont apporté une contribution importante à la philosophie ou à la science. Ils ne se sont pas élevés au niveau des hommes noirs plus éloignés des influences de l'esclavage et de la ségrégation. C'est pourquoi nous ne trouvons pas parmi les Noirs américains un Pushkin, un Gomez, un Joffre, un Captain ou un Dumas. Même des hommes comme Roland Hayes et Henry Hoppoint Tanner se sont élevés à des niveaux supérieurs en quittant ce pays pour se libérer de nos traditions étouffantes et pour se remettre de leur éducation. La mauvaise éducation des Noirs.
Chapitre 3. Comment nous nous sommes éloignés de la vérité? Comment alors l'éducation des nègres a-t-elle pris une telle orientation? Les personnes qui ont entretenu des écoles pour l'éducation de certains Noirs avant la guerre de sécession étaient certainement sincères, tout comme les missionnaires qui sont allés dans le Sud pour éclairer les affranchis après que les résultats de ce conflit aient donné aux Noirs un nouveau statut. Ces travailleurs sincères avaient cependant plus d'enthousiasme que de connaissances. Ils ne comprenaient pas la tâche qui les attendait. Cette entreprise, elle aussi, était plus un effort d'élévation sociale qu'une véritable éducation. Leur but était de transformer les nègres et non de les développer. Les affranchis qu'il s'agissait d'éclairer n'étaient guère pris en considération, car les meilleurs amis de la race eux-mêmes, mal éduqués, suivaient les programmes traditionnels de l'époque qui ne tenaient compte du noir que pour le condamner ou le plaindre. En géographie, les races étaient décrites conformément au programme de la propagande habituelle visant à engendrer chez les Blancs la haine du nègre et chez les nègres le mépris d'eux-mêmes. Un poète de renom était choisi pour illustrer les caractéristiques physiques de la race blanche, le chef d'une tribu, le rouge, un fier guerrier, le brun, un prince, le jaune et un sauvage avec un anneau dans le nez, le noir. La description des différentes parties du monde a été élaborée selon le même plan. Les régions habitées par le Caucasien ont été traitées en détail. On a accordé moins d'attention au peuple jaune, moins encore au peuple rouge, très peu au peuple brun et pratiquement aucune à la race noire. Les personnes qui sont très éloignées des caractéristiques physiques des Caucasiens ou qui ne les aident pas matériellement à dominer ou à exploiter les autres n'ont pas été mentionnées, sauf pour être rabaissées ou décriées. Dans l'enseignement des sciences, le noir est également éliminé. Les débuts de la science dans diverses parties de l'Orient étaient mentionnés, mais les progrès précoces des Africains dans ce domaine étaient omis. On ne disait pas aux étudiants que les anciens Africains de l'intérieur connaissaient suffisamment la science pour concocter les poisons pour les pointes de flèches, pour mélanger des couleurs durables pour les peintures, pour extraire les métaux de la nature et les raffiner pour les développer dans les arts industriels. On a très peu parlé de la chimie, de la méthode d'embaumement égyptienne qui était le plus des races mixtes d'Afrique du Nord. Dans l'étude des langues à l'école, les élèves étaient amenés à se moquer du dialecte nègre comme d'une possession particulière du nègre qu'ils devraient mépriser, plutôt que d'être dirigés vers l'étude de l'arrière-plan de cette langue en tant que langue africaine décomposée. En bref, vers la compréhension de leur propre histoire linguistique, ce qui est certainement plus important pour eux que l'étude de la phonétique française ou de la grammaire historique espagnole. Aucune attention n'a été accordée à la langue africaine en tant que telle, sauf lorsqu'il s'agissait de préparer les commerçants, les missionnaires et les fonctionnaires à exploiter les indigènes. Le nombre de personnes ainsi transformées constituait bien entendu une petite fraction qui ne méritait guère d'attention. L'Africain était totalement exclu de la littérature. Il n'était pas censé avoir exprimé
une pensée digne d'être connue. La philosophie contenue dans les proverbes africains et dans le riche folklore de ce continent était ignorée au profit de celle développée sur les rives lointaines de la Méditerranée. La plupart des missionnaires enseignants des affranchis, comme la plupart des hommes de notre temps, n'avaient jamais lu les livres intéressants sur les voyages en Afrique et n'avaient jamais entendu parler du Tariq Est-Soudan. Dans l'enseignement des beaux-arts, ces instructeurs commençaient généralement par la Grèce en montrant comment cet art était influencé de l'extérieur, mais ils omettaient l'influence africaine que les sciences considèrent aujourd'hui comme significative et dominante dans Hellas primitive. Ils n'enseignaient pas à l'étudiant le creuset méditerranéen où les nègres d'Afrique apportaient leurs marchandises, leurs idées et leur sang pour influencer l'histoire de la Grèce, de Carthage et de Rome. Faisant du désir le père de la pensée, nos professeurs ont ignoré ces influences ou se sont efforcés de les déprécier en élaborant des théories contraires. Le parti pris ne s'est pas arrêté là, car il a envahi l'enseignement des professions libérales. On disait aux étudiants noirs en droit qu'ils appartenaient à l'élément le plus criminel du pays, et on s'efforçait de justifier la procédure dans les sièges d'injustice où la loi était interprétée comme étant une chose pour l'homme blanc et une pour le noir. En droit constitutionnel, la mollesse de la Cour suprême des États-Unis, qui a permis l'annulation judiciaire des 14e et 15e amendements, a été et est encore ardemment défendue dans nos rares écoles de droit. Dans les écoles de médecine, les Noirs étaient également convaincus de leur infériorité lorsqu'on leur rappelait leur rôle de porteur de germes. On a particulièrement insisté sur la prévalence de la syphilis et de la tuberculose chez les Noirs, sans montrer que ces maladies sont plus mortelles chez les Noirs parce qu'il s'agit de maladies caucasiennes. Et comme ces fléaux sont nouveaux pour les Noirs, ceux-ci n'ont pas eu le temps de développer contre eux l'immunité que le temps a permis aux Caucasiens. D'autres maladies dont les nègres sont facilement la proie ont été mentionnées pour montrer que la race est un élément indésirable alors que cette condition est due au statut économique et social des nègres. On n'insiste guère sur l'immunité des Noirs contre les maladies comme la fièvre jaune et la grippe qui sont si désastreuses pour les Blancs. Pourtant, les Blancs n'étaient pas considérés comme inférieurs en raison de leur résistance différentielle à ces fléaux. En histoire, bien sûr, le Noir n'avait pas sa place dans ce programme. Il était dépeint comme un être humain d'un ordre inférieur, incapable de soumettre ses passions à la raison et donc utile uniquement lorsqu'il devenait le coupeur de bois et le tireur d'eau des autres. On ne s'intéressait à l'histoire de l'Afrique que dans la mesure où elle avait été un champ d'exploitation pour le Caucasien. Vous pourriez étudier l'histoire telle qu'elle est proposée dans notre système de l'école primaire à l'université et vous n'entendriez jamais parler de l'Afrique autrement que par la négative. Vous n'apprendriez jamais que les Africains ont été les premiers à domestiquer le mouton, la chèvre et la vache, qu'ils ont développé l'idée du procès par jury, qu'ils ont produit les premiers instruments à cordes et qu'ils ont donné au monde son plus grand bienfait en découvrant le fer. Vous ne saurez jamais qu'avant l'invasion mahométane, vers l'an 1000, ces indigènes du cœur de l'Afrique avaient développé
de puissants royaumes qui furent plus tard organisés sous la forme de l'Empire Songhai et de l'ordre de celui des Romains et d'une grandeur similaire. Contrairement à d'autres peuples, le nègre, selon ce point de vue, était une exception au plan naturel des choses et il n'avait pas de mission telle que celle d'une contribution exceptionnelle à la culture. Le statut du noir était donc fixé à juste titre comme celui d'un inférieur. Les enseignants des nègres dans leurs premières écoles, après l'émancipation, ne proclamaient pas une telle doctrine, mais le contenu de leur programme justifiait ces déductions. Un observateur extérieur à la situation se demande naturellement pourquoi les Noirs, dont beaucoup servent leur race comme enseignants, n'ont pas changé ce programme. Ces enseignants cependant sont impuissants. Les Noirs n'ont aucun contrôle sur leur éducation et ont peu de voix dans les autres affaires qui s'y rapportent. Dans quelques cas, des Noirs ont été choisis comme membres des conseils d'éducation publique et certains ont été nommés membres de conseils privés, mais ces Noirs constituent toujours une si petite minorité qu'ils n'interviennent pas dans l'élaboration finale du programme d'éducation. L'éducation des Noirs est donc l'élément le plus important de l'élévation des Noirs et presque entièrement entre les mains de ceux qui les ont réduits en esclavage et qui les ségrègent maintenant. Cependant, si les nègres mal éduqués étaient eux-mêmes aux commandes, il est probable que le système soit très différent de ce qu'il est ou qu'ils subissent rapidement des changements. Des nègres ainsi placés aux commandes seraient des produits du même système et ne montreraient pas plus de conception de la tâche à accomplir que ne le font les Blancs qui les ont éduqués et ont façonné leur esprit comme ils voulaient qu'ils fonctionnent. Les éducateurs nègres d'aujourd'hui ont peut-être plus de sympathie et d'intérêt pour la race que les Blancs qui exploitent actuellement les institutions nègres comme éducateurs, mais les premiers n'ont pas plus de vision que leurs concurrents. Enseigner dans des livres ayant les mêmes préjugés par des Blancs ayant les mêmes préjugés ou par des Noirs à l'esprit asservi, les générations successives d'enseignants noirs n'ont servi à rien d'autre qu'à ce qu'on leur disait de faire. En d'autres termes, un enseignant noir qui instruit des enfants noirs est à bien des égards un enseignant blanc. Le programme est à peu près le même dans les deux cas. Il n'y a aucune objection raisonnable à ce que le noir fasse ce que l'homme blanc lui dit de faire. Si l'homme blanc lui dit de faire ce qui est juste, mais le juste est purement relatif. Le système actuel sous le contrôle des Blancs forme le noir à devenir blanc et en même temps le convainc de l'inconvenance ou de l'impossibilité de le devenir. Il oblige le nègre à devenir un bon nègre, ce pourquoi son éducation est mal adaptée. Pour ce qui est de l'exploitation du noir par l'homme blanc au moyen de restrictions économiques et de la ségrégation, le système actuel est sain et se maintiendra sans aucun doute jusqu'à ce qu'il fasse place à une politique plus saine de coopération interraciale réelle et non à la farce actuelle de manipulation raciale dans laquelle le noir est d'une figure de proue. L'histoire ne fournit pas de cas d'élévation d'un peuple en ignorant la pensée et l'aspiration du peuple ainsi servi. Il s'agit ici d'un terrain légèrement dangereux, car l'esprit du nègre a été presque parfaitement asservi en ce sens qu'il a été entraîné à penser ce que l'on veut de lui.
Les nègres hautement éduqués n'aiment pas que l'on s'élève contre cette procédure, car ils gagnent leur vie de cette manière et ils pensent qu'ils doivent défendre le système. Rares sont les Noirs mal éduqués qui agissent autrement, et s'ils expriment ainsi, ils sont facilement écrasés par la grande majorité contraire afin que le cortège puisse avancer sans interruption. Il en résulte que les Noirs ainsi mal éduqués ne sont d'aucune utilité pour eux-mêmes et pour l'homme blanc. L'homme blanc n'a pas besoin de l'aide professionnelle, commerciale ou industrielle des nègres et par suite de la multiplication des appareils mécaniques, il n'a plus besoin d'eux pour les corvées ou les services subalternes. Les nègres très instruits n'ont d'ailleurs pas besoin des classes professionnelles ou commerciales des nègres, car on leur a appris que les blancs peuvent les servir plus efficacement dans ces domaines. Réduits donc à l'enseignement et à la prédication, les nègres n'auront d'autre issue que de s'engager dans une voie sans issue si le type d'éducation qu'ils reçoivent actuellement doit leur permettre de trouver le moyen de sortir de leurs difficultés actuelles. La mauvaise éducation des Noirs. Chapitre 4. L'éducation sous contrôle extérieur. Dans le nouveau programme d'éducation des Noirs, qu'adviendrait-il des enseignants blancs de la race? Demanda récemment quelqu'un. C'est une question simple qui n'appelle qu'une brève réponse. Les quelques travailleurs chrétiens qui sont allés dans le sud peu de temps après la guerre civile et qui ont établi des écoles et des églises pour jeter les bases sur lesquelles nous devrions maintenant construire plus sagement que nous ne le faisons, nous les honorerions comme une foule martyrisée. Anathème soit celui qui prononcera un mot désobligeant sur le bilan de ces héros et héroïnes. Nous rendrions également un grand hommage aux sudistes désintéressés comme Haygood, Curry, Ruffner, Nodzen et Vance, ainsi qu'aux hommes blancs de notre époque qui croient que la seule façon d'élever les gens est de les aider à s'aider eux-mêmes. Les malheureux successeurs des missionnaires enseignants des Noirs du Nord ont cependant démontré qu'ils n'avaient aucune fonction utile dans la vie des Noirs. Ils n'ont pas l'esprit de leurs prédécesseurs et ne sont pas à la hauteur des exigences des éducateurs que l'on recherche dans les collèges agréés. Si l'on veut que les institutions nègres soient aussi efficaces que celles destinées aux Blancs dans le Sud, il faut maintenir le même niveau d'exigence pour les éducateurs qui les dirigent. Les écoles noires ne peuvent aller de l'avant avec une telle charge d'inefficacité, surtout lorsque les présidents blancs de ces institutions sont souvent moins érudits que les noirs qui doivent servir sous leurs ordres. La loi et la coutume empêchent les présidents et les enseignants blancs des écoles de noirs de participer librement à la vie des Noirs. Ils occupent donc une double position des plus inconfortables. Lorsque l'auteur enseignait dans une école dont la faculté était mixte, les femmes blanches liées à l'institution s'inclinaient devant lui avec condescendance lorsqu'elles étaient sur le campus. Mais ailleurs, elles ne le voyaient pas. Le président blanc d'une école noire ne reçoit jamais de noirs chez lui, préférant déplacer ses invités dans la salle à manger des étudiants. Citer un autre président blanc d'une université noire entretient sur le campus une maison d'hôtes où les noirs ne peuvent entrer qu'en tant que domestiques. Un autre encore ne permet pas aux étudiants d'entrer chez lui par la porte d'entrée.
Les Noirs formés dans de telles conditions sans protester deviennent de véritables lâches et dans la vie, ils resteront des esclaves en dépit de leur émancipation nominale. Quelles méthodes d'approche différentes ou quelles sortes d'appels pourrait-on faire à l'enfant noir qui ne pourrait pas être fait tout aussi bien par un enseignant blanc? Demandait quelqu'un il n'y a pas longtemps. Pour être franc, nous devons concéder qu'il n'y a aucun ensemble particulier de faits que les enseignants noirs peuvent transmettre aux enfants de leur propre race qui ne puissent être aussi facilement présentés par des personnes d'une autre race si elles ont la même attitude que les enseignants noirs. Mais dans la plupart des cas, la tradition, la haine raciale, la ségrégation et le terrorisme rendent une telle chose impossible. La seule chose à faire dans ce cas est donc de faire face à la situation telle qu'elle est. Cependant, nous ne devrions pas adopter la position selon laquelle un blanc qualifié ne devrait pas enseigner dans une école de noirs. Il n'y a pas d'objection à ce que certains blancs soient temporairement capables de faire mieux que les nègres pour certains travaux. Mais si le nègre doit être forcé de vivre dans le ghetto, il peut plus facilement en sortir sous sa propre direction que sous celle qui lui est imposée. Le noir ne pourra jamais montrer toute son originalité tant que ses efforts seront dirigés de l'extérieur par ceux qui le proscrivent socialement. Ses amis le maintiendront inconsciemment dans le ghetto. Ici, cependant, l'accent n'est pas mis sur la nécessité de systèmes séparés, mais sur la nécessité d'écoles de bon sens et de professeurs qui comprennent et restent en sympathie avec ceux qu'ils instruisent. Ceux qui adoptent la position contraire ont l'idée que l'éducation n'est qu'un processus de transmission d'informations. Ce qui peut donner des choses ou concevoir un plan facile pour le faire est donc un éducateur. Dans un sens, c'est vrai. Mais cela explique la plupart des problèmes des Noirs. La véritable éducation consiste à inciter les gens à vivre plus abondamment, à apprendre à partir de la vie telle qu'ils la trouvent et à la rendre meilleure. Mais l'instruction donnée jusqu'à présent aux Noirs dans les collèges et les universités a eu l'effet contraire. Dans la plupart des cas, ces diplômés n'ont fait qu'augmenter le nombre de mécontents qui ne proposent aucun programme pour changer les conditions indésirables dont ils se plaignent. On ne devrait se fier aux protestations que lorsqu'elles sont accompagnées, soutenues par un programme constructif. Malheureusement, les Noirs qui pensent comme l'auteur et osent s'exprimer sont assez d'opposants à la coopération interraciale. En réalité, ces Noirs sont les véritables artisans de la réalisation d'un programme d'effort interracial. La coopération implique l'égalité des participants dans la tâche particulière à accomplir. Au contraire, les Blancs élaborent généralement leur plan à huis clos, les font approuver par quelques Noirs siégeant nominalement à un conseil d'administration, puis emploient un personnel blanc ou mixte pour exécuter leur programme. Il s'agit simplement de l'ancienne idée de faire appel à l'inférieur pour exécuter les ordres du supérieur. Pour l'exprimer dans un langage post-classique, comme l'a fait Jessie au point Thomas, les Noirs font le coingre et les Blancs le fonctionnement. Cette attitude bancale des amis du nègre est due à la persistance de l'idée médiévale du contrôle des classes défavorisées. Derrière des portes closes,
Ses amis disent qu'il faut être prudent en promouvant des Noirs à des postes de commandement, à moins que l'on puisse déterminer à l'avance ce qu'ils feront, ce qu'on leur dit de faire. On ne peut jamais savoir quand certains Noirs vont se déchaîner et mettre leurs amis dans l'embarras. Après avoir été promus à des postes d'influence, certains d'entre eux sont connus pour se déchaîner et prôner l'inégalité sociale ou exiger pour leur race les privilèges de la démocratie alors qu'ils devraient se limiter à l'éducation et au développement religieux. On dit aussi souvent que le moment n'est pas venu pour les Noirs de prendre en charge l'administration de leur institution, car ils n'ont pas les contacts nécessaires pour collecter des fonds. Mais que devient cet argument quand on se souvient de ce que Booker T. Washington a fait pour Tuskegee et que l'on observe ce que font R. Moton et John Hope aujourd'hui? En tant que premier président noir de l'université Howard, Modesty Johnson a récolté plus d'argent pour cette institution auprès des philanthropes que tous ces anciens présidents réunis. En outre, si après 3 générations, les collèges noirs n'ont pas produit d'hommes qualifiés pour administrer leurs affaires, un tel aveu est un argument éloquent pour dire qu'ils ont échoué de façon peu glorieuse et qu'ils devraient être fermés immédiatement. Récemment, quelqu'un m'a demandé comment je relis ma critique de l'enseignement supérieur des Noirs au nouveau développement dans ce domaine et en particulier aux 4 universités du Sud qui vont être rendues possibles grâce aux millions obtenus des gouvernements, des conseils et des philanthropes. Je crois que la création de ces 4 centres d'enseignement à Washington, Atlanta, Nashville et la Nouvelle-Orléans peut être menée à bien de manière à marquer une époque dans le développement de la race noire. D'un autre côté, il y a tout autant de possibilités d'un échec colossal de l'ensemble du projet. Si ces institutions doivent être la réplique d'universités comme Harvard, Yale, Columbia et Chicago, si les hommes qui les administrent et y enseignent doivent être le produit de théoriciens de bureau à cylindres qui n'ont jamais touché à la vie des Noirs, l'argent ainsi investi sera dépensé avec autant de profit s'il est utilisé pour acheter des cacahuètes à jeter aux animaux d'un cirque. Une partie de l'idée qui sous-tend que le mouvement en faveur de l'éducation est de permettre au Sud d'éduquer les Noirs qui se présentent actuellement dans les universités du Nord, en particulier dans les écoles de médecine dont beaucoup n'admettent pas de Noirs en raison des frictions raciales dans la pratique hospitalière. Cependant, dans la hâte de prendre des dispositions spéciales pour ces étudiants indésirables, les institutions qui doivent les former risquent d'être fondées sur des idées fausses et de commettre les mêmes erreurs que les petites institutions qui les ont précédées. Il n'est guère utile de donner une forte dose de poison à un patient empoisonné. Dans les institutions supérieures pour nègres, organisées selon les principes requis pour des gens de conditions différentes, quelques-uns pourront profiter d'une meilleure connaissance de principes fondamentaux, d'autres pourront devenir plus habiles dans l'exploitation de leur peuple et un plus petit nombre pourra franchir la ligne de partage et se joindre aux Blancs dans un service utile, mais la grande majorité des produits de ces institutions augmenteront plutôt qu'ils ne diminueront le fardeau que les masses ont dû porter depuis leur émancipation. Ces travailleurs mal préparés n'auront d'aucune base sur laquelle bâtir. L'éducation de tout peuple devrait commencer par le peuple lui-même.
Mais les nègres ainsi formés ont rêvé aux anciens d'Europe et à ceux qui ont essayé de les imiter. Dans un cours à Harvard, par exemple, les étudiants devraient déterminer si Périclès était à juste titre accusé d'avoir essayé de supplanter le culte de Jupiter par celui de Junon. Depuis lors, les Noirs ainsi engagés ont appris qu'ils auraient été bien mieux préparés à travailler parmi les Noirs de la Black Belt s'ils avaient passé ce temps à apprendre pourquoi Jean Jasper, célèbre pour son soleil qui bouge, s'est joint à Josué pour affirmer que la planète s'est arrêtée au milieu de la ligne pendant qu'il menait la bataille la deuxième fois. En parlant l'autre jour avec l'un des hommes qui donne maintenant les millions pour construire les 4 universités noires dans le Sud, j'ai découvert qu'il est d'avis que les institutions accréditées peuvent être établies à la manière d'un champion avec des théoriciens déconnectés du peuple. En d'autres termes, vous pouvez aller presque n'importe où construire une usine de 3 millions de dollars, confier à un homme blanc le soin de faire ce que vous voulez accomplir et en peu de temps, il peut s'assurer ou faire former les hommes nécessaires à la création d'une université. Nous voulons ici, dira-t-il, un homme qui a sa maîtrise en anglais. Envoyez-moi un autre qui a son doctorat en sociologie et je peux en utiliser un autre en physique. L'expérience a montré que les hommes de ce type peuvent faire l'appoint. Mais qu'une université ne peut être établie avec de telles recrues brutes. L'auteur a déjà eu l'occasion d'essayer de diriger une université de cette manière et le résultat fut une histoire qui ferait un titre intéressant pour les journaux. Lorsque Dr. William Bennet Harper créa l'université de Chicago, il ne nomma à la tête des différents départements que des hommes qui s'étaient distingués dans le monde de la création. Certains avaient des diplômes supérieurs, d'autres non. Plusieurs d'entre eux n'avaient jamais fait l'étude supérieure. Tous, cependant, étaient des hommes dont la pensée faisait bouger le monde. On pourrait dire que les Noirs n'ont pas de tels hommes et qu'il faut les former, mais on ne peut pas les forcer à le faire comme nous le faisons actuellement. Il vaudrait beaucoup mieux stimuler le développement des enseignants les plus progressistes d'autrefois que d'expérimenter avec des novices produits par la dégradation de l'enseignement supérieur. La dégradation du doctorat est apparue à l'auteur l'autre jour plus clairement que jamais lorsqu'un de ses amis s'est précipité dans son bureau en disant « J'essaie de vous voir depuis plusieurs jours. Je viens d'échouer dans l'obtention d'un emploi pour lequel je travaillais et on me dit que je ne peux pas espérer une promotion avant d'avoir obtenu mon grade d'écuyeur. C'est ainsi qu'il appelait cela. Il ne pouvait même pas prononcer les mots, mais il est déterminé à avoir son doctor's degree pour obtenir le poste en vue. Ce statut honteux de l'enseignement supérieur est dû dans une large mesure au faible niveau des institutions avec une tendance à la procédure diplôme-mille. Pour obtenir un emploi ou le conserver, vous entrez et vous restez jusqu'à ce qu'on vous broie un diplôme d'obscurité. Et vous n'avez plus à vous inquiéter. L'hypothèse est que toutes les écoles seront heureuses de vous avoir par la suite et que vous recevrez un gros salaire. Des enquêtes ont cependant montré que les hommes qui ont un doctorat non seulement perdent le contact avec les gens ordinaires, mais qu'ils ne font pas d'autant de travail créatif que ceux qui ont eu une éducation moins formelle. Après s'être vu conférer cet honneur, ces soi-disant érudits se reposent souvent sur leur laurier. Peu de gens ont pensé à la gravité d'une telle inertie chez
Des hommes qui ont mis à la tête des choses parce qu'ils répondent aux exigences statuaires d'universités frontalières qui ne sont pas à la frontière. Le General Education Board et le Julius Rosenwald Fund ont mis en place une politique qui peut constituer une solution partielle au problème des enseignants noirs non développés. Ces fondations accordent des bourses aux enseignants noirs pour leur permettre de se perfectionner dans le domaine dans lequel ils travaillent actuellement dans le Sud. En règle générale, ces conseils n'envoient personne à l'école pour obtenir le diplôme de docteur. S'ils trouvent un homme d'expérience et de bon jugement, montrant des possibilités de croissance, ils lui permettront d'étudier pendant 1 an ou plus pour rafraîchir son esprit avec tout ce qui est nouveau dans son domaine. L'expérience a montré que les enseignants ainsi aidés ont par la suite fait un bien meilleur travail que les docteurs en philosophie fait sur commande. Les universités du Nord, en outre, ne peuvent pas faire des études supérieures pour les Noirs dans certains domaines lorsqu'elles se concentrent sur les besoins en matière d'éducation de personnes se trouvant dans une situation différente. L'école supérieure pour les Noirs qui étudient la chimie se trouve chez George Wickover à Tushekedi. Au moins 100 de jeunes devraient attendre quotidiennement les paroles de ce savant pour pouvoir transmettre aux générations à venir ses grandes connaissances en chimie agricole. Les Noirs qui désirent se spécialiser dans l'agriculture devraient le faire avec des travailleurs comme T.M. Campbell, B.F. Huber, parmi les fermiers noirs du Sud. Dans l'éducation elle-même, la situation est la même. Ni Columbia, ni Chicago ne peuvent donner un cours avancé sur l'éducation rurale des Noirs, car le travail en matière d'éducation repose essentiellement sur ce qu'ils savent des besoins éducatifs des Blancs. Un tel travail pour les Noirs doit être fait sous la direction des pionniers qui construisent des écoles et reconstruisent le programme éducatif de ceux qui vivent dans les régions reculées. Des leaders de ce type peuvent fournir la base sur laquelle une université d'éducation réaliste peut être établie. Nous n'offrons pas ici d'arguments contre l'obtention des diplômes supérieurs, mais ceux-ci devraient être des honneurs conférés pour une formation couronnée de distinctions scolaires et non pour permettre à un homme d'augmenter son salaire ou de trouver un poste mieux rémunéré. Les écoles qui s'intéressent aujourd'hui exclusivement à ces marques extérieures d'apprentissage ne contribueront pas beaucoup à l'élévation du noir. À Cleveland, il n'y a pas longtemps, l'auteur a trouvé à la Western Reserve University quelque chose d'exceptionnellement encourageant. Un homme blanc, originaire du Mississippi, formé dans une université du Nord et actuellement professeur dans une autre, a sous sa responsabilité en sociologie un étudiant noir de Géorgie. Pour sa thèse, ce noir recueille les paroles de son peuple dans la vie de tous les jours. Leurs salutations du matin, leurs remarques sur le temps qu'il fait, leurs commentaires sur les choses qui se passent autour d'eux, leurs réactions aux choses qui leur semblent, leurs réactions aux choses qui leur semblent inhabituelles et leurs efforts pour interpréter la vie telle qu'elle se déroule devant eux. Ce Mississippien blanc et ce Géorgien noir sont sur la bonne voie pour comprendre le noir et, s'ils ne s'embrouillent pas au sujet de l'égalité sociale, ils serviront bien mieux le noir que ceux qui essaient de savoir si Henri VIII a davantage désiré Anne Boleyn que Catherine d'Aragon ou si Élisabeth a été à juste titre qualifiée de la plus malhonnête que Philippe II d'Espagne. La mauvaise éducation des Noirs. Chapitre 5. L'incapacité d'apprendre à gagner sa vie.
Le plus grand reproche que l'on puisse faire à l'éducation que les Noirs ont reçue, c'est qu'elle ne leur a guère appris à gagner leur vie, ce qui est le premier élément essentiel de la civilisation. Les nègres des campagnes ont toujours eu des notions d'agriculture et, dans les pays où la terre est abondante, ils ont pu vivre du sol, même s'ils n'ont pas toujours employé des méthodes agricoles scientifiques. Dans l'industrie, où la concurrence est plus vive, cependant, ce que le noir a appris à l'école n'a guère eu d'influence sur la situation comme nous l'avons souligné plus haut. Dans les affaires, le rôle de l'éducation en tant que facteur d'élévation du noir a été encore moins important. Les nègres d'aujourd'hui sont incapables de s'employer les uns les autres. Et les Blancs sont enclins à ne faire appel aux nègres que lorsque les travailleurs de leur propre race ont été pris en charge. Pour résoudre ce problème, le nègre mal éduqué n'a proposé aucun remède. Ce que l'on enseigne actuellement aux Noirs ne met pas leur esprit en harmonie avec la vie telle qu'ils doivent l'affronter. Lorsqu'un étudiant noir travaille à l'université en cirant des chaussures, il ne pense pas à faire une étude spéciale de la science qui sous-tend la production de la distribution du cuir et de ses produits pour pouvoir un jour jouer un rôle dans ce domaine. Le garçon noir envoyé à l'université par un mécanicien rêve rarement d'apprendre le génie mécanique pour construire sur les fondations que son père a posées, afin que dans les années à venir, il puisse figurer comme entrepreneur ou ingénieur conseil. La jeune fille noire qui va à l'université n'a guère envie de retourner chez sa mère si elle est lavandière, mais elle devrait revenir avec des connaissances suffisantes en physique, en chimie et en administration des affaires pour utiliser le travail de sa mère comme noyau d'une blanchisserie moderne à vapeur. Un professeur blanc d'une université a récemment démissionné de son poste pour s'enrichir en dirigeant une blanchisserie pour les Noirs dans une ville du Sud. Un professeur d'université noire aurait considéré une telle suggestion comme une insulte. La soi-disant éducation des Noirs diplômés de l'université les conduit à rejeter les opportunités qu'ils ont et à rechercher celles qu'ils ne trouveront pas. Dans le cas des jeunes blancs de ce pays, ils peuvent choisir leur cours plus au hasard et réussir quand même grâce aux nombreuses opportunités offertes par leur peuple. Mais même eux font preuve de beaucoup plus de sagesse que les Noirs. Par exemple, un an ou deux après que l'auteur a quitté Harvard, il a appris à l'Ouest qu'un camarade de classe étudiait la laine. L'auteur lui demanda « Comment avez-vous fait pour vous lancer dans ce genre de choses ?» Les siens, répondit le premier, avaient une certaine expérience de la laine et au collège, ils s'étaient préparés à ce travail. Au contraire, l'auteur a étudié Aristote, Platon, Marsiglio de Padoue et Paschasius Ratbesius lorsqu'il était au collège. Son ami qui a étudié la laine, cependant, est maintenant riche de façon indépendante et a suffisamment de loisirs pour profiter du côté culturel de la vie que sa connaissance de la science sous-jacente à son entreprise a développé. Mais l'auteur doit gagner sa vie en mendiant pour une cause en difficulté. Un observateur a récemment vu au marché près de son bureau un exemple frappant de cette inefficacité de notre système. Il s'y rend souvent à midi pour acheter quelques fruits et discuter avec une jeune femme qui y tient avec succès un stand de fruits en collaboration avec sa mère. Il y a quelques années, il a essayé de lui enseigner au lycée. Mais sa mémoire était faible et elle ne comprenait pas ce qu'il essayait de faire. Elle est restée quelques semaines souriant aux autres qui peinaient et est finalement
partie pour aider sa mère dans ses affaires. Elle a cependant appris de sa mère comment gagner sa vie et être heureuse. Cet observateur s'est souvenu de cette jeune femme peu de temps après, lorsqu'il a reçu la visite d'un ami qui avait réussi à maîtriser tout ce qui était enseigné au lycée à l'époque et qui s'était ensuite distingué à l'université. Cet homme, très instruit, apportait avec lui une plainte contre la vie. Ayant eu d'extrêmes difficultés à trouver une occasion de faire ce pourquoi il est formé, il a pensé plusieurs fois à se suicider. Un ami a encouragé cet homme découragé à aller de l'avant et à le faire. Le plus tôt sera le mieux. La nourriture et l'air qu'il consomme actuellement pourraient alors servir à maintenir en vie quelqu'un qui est en contact avec la vie, capable de s'attaquer à ses problèmes. Cet homme a été éduqué loin du stand de fruits. Cet ami avait essayé de convaincre cet inadapté des opportunités inhabituelles qui s'offraient aux Noirs, mais il a réprimandé son conseiller pour l'avoir poussé à entreprendre une telle tâche, alors que la plupart des Noirs ainsi engagés ont échoué. Si nous investissons notre argent dans une entreprise qui nous appartient, a-t-il dit, les responsables en feront un mauvais usage ou le détourneront. Mon étude de l'économie m'a appris que nous ferions mieux de continuer à le jeter. Après enquête, cependant, on a découvert que ce plaignant et la plupart de ses semblables n'ont jamais rien investi dans aucune des entreprises nègres. Bien qu'ils aient essayé de gagner leur vie en les exploitant. Mais ils se sentent un peu coupables à cause de cela. Et lorsqu'ils ont des raisons apparentes de se plaindre, ils essaient de satisfaire leur conscience qui les condamne pour leur comportement suicidaire consistant à tirer tout ce qu'ils peuvent de la race sans rien lui donner en retour. Les nègres qui colportent des rumeurs et des scandales leur viennent bien sûr en aide. Mal éduqués par les oppresseurs de la race, ces Noirs s'attendent à ce que l'homme d'affaires noir échoue de toute façon. Ils s'emparent donc des rapports défavorables, exagèrent la situation et font circuler des mensonges dans le monde entier à leur propre perte. Vous lisez des titres tels que « La plus grande entreprise nègre échouée »,« La banque nègre se fait voler par ses employés » ou « La fin des affaires nègres ». Les Noirs mal éduqués disent donc « Je vous l'avais dit ». Les Noirs ne peuvent pas diriger une entreprise. Mes professeurs me l'ont fait remarquer il y a des années lorsque j'étais étudiant en économie à l'université. Et je n'ai jamais l'intention de placer mon argent dans une telle entreprise noire. Et je n'ai jamais l'intention de placer mon argent dans une entreprise noire. Pourtant, l'enquête montre que, proportionnellement au montant du capital investi, les entreprises nègres sont aussi fortes que les entreprises d'autres personnes dans la même situation. Les hommes d'affaires noirs ont commis des erreurs et ils en commettent encore. Mais le maillon faible de la chaîne est qu'ils ne sont pas correctement soutenus et ne deviennent pas toujours assez forts pour traverser une crise. L'homme d'affaires noir n'a donc pas tant échoué qu'il n'a pas réussi à obtenir le soutien des Noirs qui devraient être suffisamment développés mentalement pour comprendre la sagesse de soutenir de telles entreprises. Maintenant, les Noirs hautement éduqués qui ont étudié l'économie à Harvard, Yale, Columbia et Chicago diront que le Noir ne peut pas réussir dans les affaires parce que leurs professeurs qui n'ont jamais eu un moment d'expérience dans ce domaine, ont écrit en conséquence. Les Blancs, disent-ils, contrôlent des ressources naturelles et monopolisent la production de matières premières au point d'éliminer la concurrence des Noirs.
Apparemment, c'est vrai. Toutes choses étant égales au point de vue de l'oppresseur, il voit que le noir ne peut pas remplir le critère. Les nègres impatients et très instruits disent donc que, puisque dans le système capitaliste actuel, le nègre n'a aucune chance de s'élever dans la sphère économique, le seul espoir d'améliorer sa condition à cet égard est le socialisme, le renversement du régime économique actuel et l'instauration d'un contrôle populaire des ressources et des organismes qui sont actuellement exploités à des fins personnelles. Cette idée gagne du terrain parmi les Noirs de ce pays et les fait rapidement entrer dans le rang de ceux qu'on appelle communément les communistes. Il n'y a pas d'objection à ce changement radical. S'il apporte avec lui un génie désintéressé pour accomplir les tâches mieux qu'elle ne l'est actuellement sous le régime de la concurrence. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas réussi à bien faire cette chose particulière sous une dictature prolétarienne dans un pays agricole. Mais que ce millénaire vienne ou non, le système capitaliste est si solidement implanté à l'heure actuelle que les radicaux devront lutter pendant de nombreuses années pour le renverser. Et si le noir doit attendre jusqu'à ce moment-là pour essayer d'améliorer sa condition, il sera affamé sitôt qu'il ne sera plus là pour le raconter. Le noir, comme tous les autres opprimés, doit donc apprendre à faire ce qu'on appelle l'impossible. L'homme d'affaires noir, non éduqué cependant, est en fait en train de faire la même chose que le noir mal éduqué a appris à croire impossible. Cet homme d'affaires noir, très handicapé, pourrait faire mieux s'il était aidé. Mais nos écoles forment des hommes qui font autant pour entraver le progrès du noir dans les affaires que pour l'aider. Le problème est qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes. Si le noir hautement éduqué oubliait la plupart des théories non éprouvées qui lui ont été enseignées à l'école, s'il pouvait voir clair dans la propagande qui lui a été inculquée sous le prétexte de l'éducation, s'il tombait amoureux de son propre peuple et commençait à se sacrifier pour son élévation, si le noir hautement éduqué faisait ces choses, il pourrait résoudre certains des problèmes auxquels la race est actuellement confrontée. Au cours des dernières années, nous avons beaucoup entendu parler de l'éducation dans les départements d'administration des affaires des collèges noirs. Mais si on les juge d'après les produits qu'ils produisent, ils ne valent pas un continent. Les enseignants blancs dans ce domaine ne sont pas préparés à faire le travail et les administrateurs de nos institutions passent leur temps à s'occuper de bagatelles au lieu de se consacrer à l'étude d'une situation qui menace le noir d'extermination économique. Récemment, l'auteur a constaté la nécessité d'un changement d'attitude lorsqu'une jeune femme s'est présentée presque directement à son bureau après avoir obtenu son diplôme d'une école de commerce pour chercher un emploi. Après avoir écouté son histoire, il lui a finalement dit qu'il lui donnerait un essai à $15 par semaine. 15 dollars par semaine? 15 dollars par semaine? S'est-elle écriée. Je ne peux pas vivre avec ça, monsieur. Je ne peux pas vivre avec ça, monsieur. Je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas, répondit-il. Vous vivez depuis un certain temps déjà. Et vous dites que vous n'avez jamais eu d'emploi permanent. Et vous n'en avez pas du tout maintenant. Mais une femme doit s'habiller et payer sa pension. Et comment peut-elle le faire avec une telle pitance? La somme offerte était faible, mais c'était beaucoup plus que ce qu'elle vaut actuellement.
En fait, pendant les 6 ou 9 premiers mois de sa participation à une entreprise, elle lui rendra plus de services qu'elle n'en rendra à l'entreprise. Sorti de l'école sans expérience, il sera un frein à l'entreprise jusqu'à ce qu'il apprenne à y remplir une fonction précise. Au lieu de demander à l'entreprise de la payer, elle devrait la payer pour la former. Aujourd'hui, le commerce noir trouve donc dans les employés mal éduqués son plus lourd fardeau. Des milliers de diplômés d'écoles de commerce blanches passent des années dans des établissements à faire un apprentissage sans être payés et se réjouissent d'avoir ainsi l'occasion d'apprendre à faire les choses. Les écoles dans lesquelles les Noirs sont actuellement formés ne donnent cependant pas ce point de vue à nos jeunes. Ils les apprennent parfois les éléments de la sténographie et de la comptabilité, mais ils n'apprennent pas à appliquer ce qu'ils ont étudié. La formation qu'ils reçoivent leur donne une fausse conception de la vie lorsqu'ils croient que le monde des affaires leur doit une position de leader. Ils ont de la formation commerciale l'idée que nous avions de l'enseignement quand on pensait qu'on pouvait enseigner tout ce qu'on avait étudié. Les diplômés de nos écoles de commerce n'ont pas le courage de se jeter sur les ressources et travailler pour une commission. La grande majorité d'entre eux veulent être sûrs de recevoir une certaine somme à la fin de la semaine ou du mois. Ils ne semblent pas se rendre compte que les grands progrès dans les affaires ont été établis en payant les hommes en fonction de ce qu'ils font. Les personnes qui ont de telles fausses impressions de la vie ne sont pas de bons représentants des écoles d'administration des affaires. Il n'y a pas longtemps, une entreprise de Washington a fait appel aux diplômés de plusieurs de nos écoles et leur a offert une proposition intéressante sur la base d'une commission. Mais seulement 5 des centaines de personnes auxquelles elle a fait appel ont répondu et seulement 2 des 5 ont donné satisfaction. Un autre aurait réussi, mais il n'était pas honnête dans le maniement de l'argent, car il avait appris à piller le trésor de l'organisation sportive pendant ses études. Tous les autres, cependant, étaient désireux de servir quelque part dans un bureau pour un petit salaire par semaine. L'une des grandes compagnies d'assurance a sélectionné pour une formation spéciale dans ce domaine 15 diplômés de nos institutions accréditées et a financé leur formation spéciale en assurance. Un seul d'entre eux, cependant, a rendu un service efficace dans ce domaine. Ils ont tous abandonné l'effort après quelques jours d'essai et ont accepté un travail dans les hôtels avec la Pullman Company, où ils sont entrés dans l'enseignement ou autre chose avec une allocation fixe jusqu'à ce qu'ils puissent commencer à exercer leur profession. La pensée de la récompense immédiate, la myopie, le manque de vision et de décourage pour lutter et gagner le combat ont fait d'eux des ratés dès le départ. Ils ne sont pas disposés à jeter leur manteau et leur col et à faire le travail de base des affaires des Noirs et à se créer ainsi des opportunités au lieu de mendier une chance auprès des autres. Les Noirs éduqués du point de vue du commerce et de l'industrie ne font donc preuve d'aucune capacité mentale pour comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Il a apparemment exclu sa race de cette sphère et, à l'exception de ce que les nègres analphabètes peuvent faire aveuglément, le champ est laissé grand ouvert à l'exploitation étrangère. Les étrangers voient cette opportunité dès qu'ils atteignent nos côtes et commencent à fabriquer et à vendre aux nègres des articles tels que des casquettes, des cravates et des robes de chambre
qui peuvent être produits à peu de frais et dans des circonstances ordinaires. Le principal problème du noir dans ce domaine, cependant, est l'art de la vente. C'est là qu'il est faible. Il est également regrettable que le noir instruit ne comprenne pas ou ne soit pas disposé à créer les petites entreprises qui rendent possible les plus grandes. S'il ne peut pas procéder selon les méthodes des gigantesques sociétés dont il a entendu parler dans les livres, il ne sait pas comment comprendre, il ne sait pas comment prendre les choses en main et organiser les communautés de pauvres sur le modèle des petites entreprises. Cette formation est nécessaire car la grande majorité des Noirs qui dirigent des entreprises n'ont pas appris les méthodes commerciales et ne comprennent pas la possibilité du domaine dans lequel ils opèrent. La plupart d'entre eux n'ont jamais eu d'expérience et ont commencé avec les connaissances qu'ils pouvaient acquérir en observant les affaires de quelqu'un de l'extérieur. L'un d'eux, par exemple, avait servi un club d'affaires blanc en passant aux membres une boîte de cigares ou en apportant un pichet d'eau. Mais lorsqu'ils ont commencé à discuter affaires, il a dû quitter la pièce. Le seul moment où il pouvait les voir en action, c'était lorsqu'ils jouaient, se livrant à des extravagances que le noir avait appris à prendre avant de pouvoir se les offrir. Les entreprises nègres ainsi handicapées n'ont donc pas développé la stabilité et la capacité de croissance. Pratiquement, toutes les entreprises nègres de valeur qui étaient florissantes en 1900 n'existent plus aujourd'hui. Comment cela est-il arrivé? Eh bien, les hommes d'affaires noirs ont trop de choses à faire. Ils n'ont pas le temps de lire la littérature commerciale et d'étudier le marché dont ils se dépendent, et ils ne sont peut-être pas suffisamment entrés ou formés pour faire ces choses. Ils opèrent généralement dans l'obscurité ou par la méthode de l'à peu près. Ils ne peuvent pas s'assumer d'une direction intelligente parce que les écoles ne forment pas d'hommes correctement formés pour prendre en charge les affaires des Noirs telles qu'elles sont, les développer et en faire ce qu'elles devraient être plutôt que de trouver des défauts. Trop souvent, lorsque le fondateur meurt, l'entreprise meurt avec lui, ou bien elle s'effondre peu après sa mort, car personne n'est entré en contact pour apprendre le secret de son succès malgré ses handicaps. Chez les Noirs aussi, l'entreprise reste individualiste malgré les conseils contraires. Le fondateur ne voit pas d'un bon œil le plan coopératif et l'éducation commerciale que nous donnons actuellement aux jeunes. L'éducation que nous donnons actuellement aux jeunes ne rend pas leur suggestion à cet effet convaincante. Si le fondateur se trouve être exceptionnel, si le fondateur se trouve être exceptionnellement prospère, l'entreprise peut dépasser ses connaissances et devenant trop lourde entre ses mains. Elle peut être détruite par des erreurs de jugement ou bien à cause d'une mauvaise gestion. Elle peut tomber entre les mains de blancs qui sont généralement appelés à la dernière heure pour faire ce qu'ils appellent un refinancement, mais qui signifie en réalité la reprise par les Noirs. Les Noirs finissent alors par retirer leur patronage parce qu'ils se rendent compte que ce n'est plus une entreprise de la race. Et le chapitre est clos. Tous les échecs des entreprises nègres ne sont cependant pas dus à des problèmes d'extérieur. Souvent, l'homme d'affaires noir manque de bon sens. Dans les affaires, par exemple,
Le noir devient trop facilement un lion social. Il lui arrive de prendre le leadership dans les affaires locales. Il devient populaire dans des cercles restreints et les hommes moins magnétiques deviennent jaloux de ses incursions. Il apprend comment les hommes plus riches des autres races gaspillent l'argent. Il se construit une maison plus belle que celle de n'importe qui d'autre dans la communauté et dans son programme social, il ne prévoit pas beaucoup de contacts avec les personnes dont il doit dépendre pour son patronage. Il a la plus belle voiture, la robe la plus chère, la plus belle maison d'été. Et il surpasse tellement ses concurrents dans la société qu'ils se mettent souvent à travailler comme des enfants pour le ramener à leur niveau.